La grande messe des relations nippo-africaines s'est ouverte hier samedi à Nairobi au Kenya avec la promesse japonaise de 30 milliards de dollars, soit plus de 15 000 milliards de francs CFA d'investissement de 2016 à 2018 en Afrique. Et cette cérémonie d'ouverture a été marquée par l'allocution du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. L'UNICEF France octroie plus de 2 milliards de francs CFA à l'UNICEF Côte d'Ivoire et un appui financier qui va permettre de renforcer et d'accompagner les systèmes d'état civil et les aspects liés à la santé de la mère et de l'enfant. Les électeurs gabonais ont voté hier samedi pour élire le président dans un scrutin à un seul tour, mettant aux prises deux favoris le chef de l'État sortant Ali Bongo Ondimba et l'ancien président de la Commission de l'Union africaine Jean Ping. Les résultats sont attendus demain lundi. Bienvenue mesdames et messieurs et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous sommes dimanche, il y a le magazine du dimanche, il sera consacré au bilan des examens scolaires à grand tirage en Côte d'Ivoire. Notre invité est M. Ibrahim Kourouma, coordonnateur général, inspecteur général de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Kourouma, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Assa. Et à tout à l'heure pour les échanges. Avant d'arriver au magazine de ce dimanche, commençons par la grande messe des relations nippo-africaines qui s'est ouverte hier samedi à Nairobi au Kenya, avec la promesse japonaise de 30 milliards de dollars, soit plus de 15 000 milliards de francs CFA d'investissement de 2016 à 2018 en Afrique. Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par l'allocution du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Abiba Dambélé Saoué est notre envoyé spécial au Kenya. La TICAD 6, ouverte ce samedi à Nairobi au Kenya, une première pour l'Afrique, est en passe de tenir toutes ses promesses. Au vu de la grande mobilisation des chefs d'État et de gouvernement, des institutions internationales, des bailleurs de fonds et du secteur privé, tout cela à l'initiative du gouvernement japonais, représenté par le Premier ministre Shinzo Abe, qui promet d'investir 15 000 milliards de francs en Afrique de 2016 à 2018. Le Japon qui soutient sans réserve l'agenda 2063 en contribuant à deux piliers. Le développement des infrastructures qui sont une base de soutien à la croissance et le développement des systèmes de santé en Afrique. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une série d'allocutions, celle du pays hôte, le Kenya, du président de l'Union africaine, de la Banque mondiale, du PNUD et un message du secrétaire général des Nations unies. Le président Alassane Ouattara a félicité le président kenyan pour la bonne organisation de cette conférence, avant de rendre un hommage au Premier ministre japonais, au gouvernement et au peuple ami du Japon pour l'intérêt qu'ils portent à l'Afrique et pour leur contribution très appréciée à son développement à travers la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Je me réjouis, comme mes homologues, de la tenue de notre conférence pour la première fois en Afrique, au moment où nos pays ont plus que jamais besoin d'alliés sûrs pour accélérer la transformation de nos économies et nous approprier davantage les objectifs et les priorités de la TICAD. Les importantes avancées réalisées dans la mise en œuvre du plan d'action de Yokohama nous confortent dans la nécessité de renforcer l'action et les capacités du mécanisme de suivi mise en place par notre conférence il y a 3 ans. Je me félicite du choix du thème principal de la TICAD 6, qui est en adéquation avec l'agenda 2063 de l'Afrique, ce qui illustre parfaitement l'appropriation de la TICAD par notre continent, ainsi que notre convergence de vues avec nos partenaires au développement. La croissance économique que notre continent connaît depuis plusieurs années et la transformation observée dans la plupart de nos pays, en dépit d'un contexte économique international difficile, démontrent que l'Afrique est sur la bonne voie. Elle doit être soutenue dans ses efforts d'industrialisation, de diversification des économies et surtout de lutte contre la pauvreté dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable. La mobilisation autour de l'agenda 2063 de l'Union africaine transformera en profondeur
notre continent dans les domaines prioritaires du développement. Elle doit être poursuivie, comme le démontrent les engagements pris dans le cadre des différentes réunions de la TICAD, notamment lors de la TICAD 5. Cette mobilisation doit évidemment renforcer la coopération bilatérale, au moment où chacun de nos pays fait face à des priorités immédiates, au plan de l'énergie, des infrastructures et de la lutte contre le chômage des jeunes. La Côte d'Ivoire apporte son appui à l'orientation nouvelle de la TICAD, plus proche de nos peuples. Une photo de famille et une visite de stand ont mis fin au cérémonial d'ouverture de cette 6e TICAD, lancée en 1993 au Japon, pour promouvoir le dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et les partenaires au développement. La TICAD est aujourd'hui une plateforme mondiale majeure, un véritable outil de collaboration entre les pays africains et les acteurs internationaux au service du développement de l'Afrique. Et toujours par rapport à la 6e TICAD, les premières dames d'Afrique et du Japon à Nairobi, en marge de ce sommet, soutiennent qu'il faut investir maintenant dans la santé maternelle et infantile pour la transformation sociale de l'Afrique. Et c'est la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, qui a été choisie pour rendre publique cette importante déclaration. Retrouvons Abiba Dambélé Saoué. Les premières dames d'Afrique et du Japon se sont engagées à mener la lutte contre le VIH et le cancer afin d'améliorer la santé des femmes et des enfants ainsi que de sauver des vies. Les premières dames sont parties de ce constat. Chaque jour, 830 femmes meurent de causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement. Et plus de la moitié de ces décès surviennent en Afrique subsaharienne. Par ailleurs, près de 6 millions d'enfants de moins de 5 ans sont décédés en 2015. Les femmes et les jeunes filles, elles, restent affectées de manière disproportionnée par le VIH. Cette maladie reste la première cause de décès des femmes âgées de 15 à 44 ans à l'échelle mondiale. Les pays africains enregistrent également un nombre élevé de cancers du sein et du col de l'utérus chez les femmes. Les premières dames lancent donc cet appel. Nous, premières dames d'Afrique et du Japon, nous engageons à promouvoir l'accélération de la réduction du nombre de décès maternels évitables. Aucune femme ne devrait mourir en donnant la vie. Nous, premières dames d'Afrique et du Japon, nous engageons à appuyer les efforts des gouvernements pour promouvoir la santé reproductive et les droits de toutes les femmes afin d'atteindre la meilleure qualité de vie. Nous nous engageons à promouvoir l'accès aux soins et aux traitements contre le VIH pour les femmes enceintes et les enfants du continent, afin d'éliminer les nouvelles infections au VIH chez les enfants et garder les mères en vie. Nous avons les moyens d'éliminer la transmission de la mère à l'enfant d'ici 2020. En conclusion, les premières dames appellent les gouvernements africains à continuer à augmenter progressivement leurs investissements dans le secteur de la santé en vue de la réalisation de la déclaration d'Abuja de 2001, par laquelle les gouvernants africains s'étaient engagés à investir 15% de budget annuel dans le secteur de la santé. Abiba Dambélé Saoué, deuxième grand titre de cette édition. L'UNICEF France octroie plus de 2 milliards de francs CFA à l'UNICEF Côte d'Ivoire. Un appui financier qui va permettre de renforcer et d'accompagner les systèmes d'état civil et les aspects liés à la santé de la mère et de l'enfant. Malika Koulibaly, Abou Sanogo. Le taux de mortalité infantile en Côte d'Ivoire est de 108 décès pour 1000 naissances, soit 12 décès chaque heure, et ce en dépit des efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires. Ce risque est 2 fois plus élevé pour les enfants vivant dans le nord et le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, selon le représentant résident de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Aboubacar Campo. En outre, une naissance sur 3 n'est pas enregistrée à l'état civil. En milieu rural, seuls 47% des enfants sont enregistrés à la naissance en comparaison aux zones urbaines où le taux est de 84%. Avec un appui de 2,6 milliards de francs CFA octroyé à la Côte d'Ivoire, UNICEF France vient donner un élan supplémentaire au programme enregistrement des naissances, nutrition et santé maternelle et infantile en Côte d'Ivoire.
Notre objectif, c'était de visiter un certain nombre de projets qui sont mis en œuvre par l'UNICEF et ses partenaires dans le domaine de la santé, de la nutrition et de l'état civil, donc l'enregistrement des naissances qui est une problématique vraiment prioritaire pour nous. Nos objectifs pour ce financement, ils sont à plusieurs niveaux. Il y a un volet de sensibilisation des populations, notamment en milieu rural, sur la disponibilité des services de santé, sur les enjeux de la nutrition et puis sur l'intérêt de la déclaration des naissances. On a aussi envie de mener des projets pilotes pour permettre de donner à nos partenaires, notamment gouvernementaux, des bonnes pratiques et en tirer des leçons pour l'avenir. La conférence de presse clôture une visite terrain de 5 jours effectuée par le directeur de UNICEF France au nord-ouest et à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les concours d'entrée à la fonction publique démarrent le 10 septembre prochain. 73 000 candidats sont en lice pour 8 300 places. Les préparatifs vont au bon train, mais la préparation des candidats pose problème. Certains sont déjà influencés par des vendeurs à la criée qui proposent des fascicules pour tous les concours, des documents souvent douteux. Davis Oyo, Serge Colliard. Lorsque les concours d'entrée à la fonction publique sont lancés, ils font partie des personnes qui se sentent concernées au premier chef, même s'ils ne sont pas candidats. Eux, ce sont ces vendeurs à la criée qui proposent toute une panoplie de documents pour la préparation des postulants. Le concours, il y a aide-soignante, il y a police, il y a impôt, il y a trésor, il y a douane, tous les concours de Côte d'Ivoire, chaque concours a son document. C'est la logique, c'est une matière commune à tous les concours. Qu'il soit concours direct, recrutement, professionnel, tout le monde fait ça. Voilà. Et le coût de 5 000, mais à débattre quoi. Pour mieux atteindre leur cible, ils occupent les abords du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, ainsi que tous les sites dédiés. Ils accostent les visiteurs qui finalement se limitent dans leur quête d'information à ces transactions informelles. Il y a mon fils qui doit présenter un concours au niveau de l'IA à la INSAC. Donc je cherche des documents. Comme ils sont là, il faut nous faire des propositions d'anciens sujets traités. Ahmed, lui, s'est installé devant l'antenne d'Agamé. En plus des documents, il dispose d'un ordinateur avec connexion Internet pour être plus efficace. C'est utile puisque ça sert aux gens déjà d'avoir une idée des sujets de compos. On a aussi un ordinateur pour les inscriptions en ligne, pour le tirage des convocations, tout et tout. Ces brochures sont-elles fiables? Sont-elles en phase avec les recommandations du ministère? Le ministère ne reconnaît pas tous les documents à 100%, puisque si le ministère reconnaissait, on allait avoir au moins le logo de la fonction publique dessus. On fait nous-mêmes nos propres recherches, plus ceux qui sont déjà sur le net. Nous faisons aussi des mises à jour, nous faisons des corrections. On ne sait pas comment ils s'approvisionnent, mais ce qui est sûr, ils ont quelques documents. Bon, quelquefois on prend, si vous avez la chance, vous pouvez tomber dessus, des sujets corrigés qui peuvent marcher. Bon, si vous n'avez pas la chance aussi, bon, vous avez payé, puis vous avez payé. Au ministère, les responsables de la direction des concours sont formels. Ces pratiques ne les concernent nullement et les informations contenues dans ces ouvrages sont erronées. Il faut dire que des actions sont régulièrement menées dans ce sens en vue de les éloigner, de les chasser. Mais la meilleure façon de faire disparaître ces vendeurs-là, c'est la qualité de la réponse que nous apportons à travers les supports pédagogiques que nous proposons à travers l'organisation des cours de préparation. C'est cela que nous disons, nous invitons instamment les candidats à s'inscrire au cours de préparation, là où ils pourront avoir les documents indiqués pour leur préparation. Sur les 73 000 candidats, seulement 6 000 se sont inscrits et bénéficient de ce programme. Ce faible engouement profite assurément à ces vendeurs de documents qui continuent de s'imposer au ministère en proposant leurs articles sans être véritablement inquiétés. Vigilance, tout simplement, et tout à fait autre chose. À présent, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Badaman, était il y a quelques jours dans la localité de Pakobo. Il est allé informer, sensibiliser les populations sur les projets de développement et d'investissement entrepris par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, dans cette partie du pays. Honorine Kakoubla, Anigori. Le développement, c'est le maître mot qui a prévalu dans l'intervention du ministre Maurice Kwaku Badaman lors de sa visite dans le département de Tahabo. À Dikwasikro, à Wakro et Sengrebo, dans tous ces villages visités, le ministre de la Culture et de la Francophonie
a exhorté la population à saisir les opportunités de développement et d'investissement qui leur sont destinées. Il s'agit entre autres des investissements dans le domaine agro-industriel réalisés dans le département et de la construction future du barrage hydraulique à Aouti-Sengrobo. Des investissements qui sont, à n'en point douter, porteurs d'emplois et de développement. Seul impératif à toutes ces réalisations, un climat de paix et de cohésion sociale. Maurice Kwaku Bandama a aussi demandé aux populations de Pakobo de soutenir les actions du président de la République par un oui massif au prochain référendum. La réhabilitation de l'école d'Awakro, la réalisation d'un marché à Sengrobo et le bitumage de la voie pour Adi Kwasikro sont entre autres les doléances faites par les populations à leur hôte. Des requêtes bien notées par le ministre qui a promis les soumettre à qui de droit. Restons en province. La sous-préfecture de Toumodi-Sakassou, l'une des 3 sous-préfectures du département de Sakassou, connaît quelques difficultés pour son développement. Routes impraticables, absence de collèges de proximité, de l'eau potable, plus de terres cultivables pour les populations, mauvaise commercialisation des produits agricoles. Les populations appellent à la cohésion des cadres et à l'implication de l'État dans le développement de Toumodi et Sakassou. Soro Corona, Charles Tatou, RTI Boaké. Toumodi Sakassou, localité érigée en chef-lieu de sous-préfecture en 1997. 19 ans après, Toumodi Sakassou peine encore à amorcer son développement. Se rendre dans cette localité à partir de Sakassou est un véritable parcours du combattant. Long de 37 km, ce tronçon Sakassou-Toumodi Sakassou, il faut 2 heures de temps pour le parcourir. La route Toumodi Sakassou et le chef-lieu du département qui est Sakassou va permettre de désenclaver ce que nous avons communément appelé presqu'île. Cette sous-préfecture ne bénéficie pas de l'adduction en eau potable. Seulement 2 pompes villageoises pour l'approvisionnement des ménages. Un seul groupe scolaire pour la formation des enfants de Toumodi Sakassou. Plus alarmant, aucune terre cultivable. Autant de difficultés qui plombent l'essor économique et social de Toumodi Sakassou. La population rurale veut la construction d'un collège de proximité pour réduire le taux d'échec des enfants admis en 6e affectés à Sakassou et le déclassement des forêts mises sous la main par l'État depuis les années coloniales. Nous sommes entourés par la forêt classée. Nous avons à maintes reprises sollicité l'administration pour qu'elle nous déclasse une partie. Notre vœu le plus cher, c'est que ce collège soit réalisé dans les meilleurs délais pour permettre à nos enfants d'être plus proches. La réalisation de toutes ces infrastructures de base, vœu cher à la population, donnera à coup sûr une vraie image d'une sous-préfecture à Toumodi Sakassou. Une unité de transformation de manioc verra bientôt le jour dans la région du Gouaklé. La pose de la première pierre de cette usine s'est faite dans le village de Kokotidou, dans le département de Sassandra. Michel Digré. La fabrication de l'attiqué dans le département de Sassandra connaîtra un regain de vitalité. Dans 4 mois, une unité de transformation du manioc verra le jour dans le village de Kokoidou. Financé à hauteur de 20 millions de francs CFA par l'ONG Sago d'Akbadou, l'ouvrage va générer 50 emplois directs et 100 indirects. Par ailleurs, 2000 jeunes de la région du Bouclé ont déjà planté chacun un demi-hectare de manioc. La production sera disponible dès l'ouverture de l'usine. Pour l'initiateur du projet, Kébéma Amadou, c'est dans l'union de tous ses fils que la région de Bouclé connaîtra le développement. Avec nos différences, nous pouvons créer une richesse. C'est ce que vous avez compris. Vous n'avez pas regardé pour dire que Kébéma Amadou, il n'est pas Gaudier, il n'est pas Néo. Vous avez dit non, c'est un fils de la région. Si on doit se développer, on va se développer ensemble. Continuez dans ce sens et c'est ce qui a fait les États-Unis. Si Sassandra l'a compris que la différence est une richesse, nous serons riches. Après la pose de la première pierre de l'usine, Kébéma Amadou a procédé à l'installation de la mutuelle des femmes des chefs traditionnels du département de Sassandra. Aux côtés de leurs époux,
Elles entendent contribuer à toutes les actions de nature à favoriser la cohésion et la solidarité entre les filles et les fils. Et cette information triste, Tanti Ousso, artiste chanteuse qui a connu le succès dans les années 90, n'est plus la maman des artistes ex-PCA du Burida. Le bureau ivoirien du droit d'auteur a tiré sa révérence hier samedi, ici même à Abidjan. On la savait malade depuis quelque temps. L'artiste de la musique traduite moderne, Baoulé, a même bénéficié du soutien des autorités ivoiriennes, mais son mal a finalement eu raison d'elle. Serge Kolia nous parle de Tanti Ousso. Elle s'est révélée au public ivoirien dans les années 80 à 90. Boti Elisabeth, de son nom d'artiste Tanti Ousso, donne dans la musique tradie moderne Baoulé. Avec son premier album, elle s'impose dans le quota très serré du showbiz en Côte d'Ivoire. 3 albums qui lui ont permis de se faire un nom. Au-delà de ses talents de chanteuse, Tanti Ousso se présentait également comme la marraine des artistes de Côte d'Ivoire, mieux, une maman qui lui apportait son soutien quand elle le pouvait. C'est à juste titre qu'elle est élue PCA du Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur, en 2002. Tanti Ousso était souffrante depuis quelques années. Elle a bénéficié du soutien du chef de l'État à travers une prise en charge et la pension mensuelle versée aux anciennes gloires de la musique ivoirienne. Malgré son état de santé, elle a œuvré aux côtés de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, pour le bien-être social des artistes. La maman des artistes s'en est allée ce samedi 27 août, plongeant le monde des arts et de la culture ivoirienne dans le deuil. Et Serge Kolia, de nombreux fidèles des missions évangéliques de Côte d'Ivoire ont effectué une croisade dans le village de Kokolopozo pour soutenir la mission évangélique Sœur Cephas dans son combat pour le réveil spirituel de ce village pionnier du développement de la sous-préfecture de Dakbadou dans le département de Sassandra. Eric Goré. Ils sont venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et même d'Europe pour participer à la croisade spirituelle qu'a organisée la mission évangélique Cephas dans le village de Kokolopozo, un village de la sous-préfecture de Dakbadou dans le département de Sassandra. Le pasteur Jean-Claude Kouadio et ses fidèles participent au bien-être des populations de ce village, des prières, des guérisons miraculeuses ainsi que l'insertion socio-professionnelle des jeunes témoignent de la vitalité de la mission évangélique Cephas dans la sous-préfecture de Dakbadou. Michel Gobababo, président de la mutuelle de développement de Kokolopozo, et les malades guéris l'attestent. Le village de Kokolopozo a vu sa mutuelle redynamisée avec le retour au village des cadres qui participent activement au développement des infrastructures telles que les antennes des téléphonies mobiles, l'huilerie abandonnée en pleine réfection, l'électricité sont en marche. Pour la mission évangélique Cephas, le bien-être de l'homme réside dans la prière et dans le travail. Dieu ne s'est reposé qu'un seul jour sur 7. Le travail libère l'homme, selon le pasteur Jean-Claude Kouadio. Il a invité les Ivoiriens à tourner la page de la paresse et de l'oisiveté et à se mettre au travail. Présent à Médine depuis le 17 août, les futurs pèlerins ivoiriens ont pour programme essentiel la prière et la visite des lieux saints. L'une des étapes les plus importantes du séjour de Médine, la visite du mont Ouhould. Mamadou Kwasi pour RTI. 3000 mécréants Quraysh combattaient le prophète de l'islam, paix et salut sur lui et ses compagnons en ces lieux. Une bataille qui a fait 70 morts au nombre de musulmans et 45 dans le camp adverse. Ici, les combattants dont on les appelait les tireurs de lutte dans le combat Uhud, là ils étaient. Alors les combattants du prophète alayhi salam, d'autres étaient en bas. Mais au moins les tireurs d'élite étaient en haut. Pourquoi? Parce que les mécréants qui voulaient attaquer les musulmans, s'ils les éloignaient des musulmans. Ceux qui étaient en haut, le prophète les avait dit, alors si le combat de nos faveurs ne descendit pas, dans le cas contraire aussi, ne descendit pas. Lorsqu'ils ont vu ceux d'en bas sont là, prendre tous les butins, alors ils sont descendus. Et là, les mécréants ont pris le dessus sur les musulmans. Presque 1500 ans après,
Les fidèles musulmans ivoiriens sur les traces de ce combat pour comprendre et revivre les événements. Donc on a visité la tombe et puis on a vu la colline, mais on n'a pas pu monter parce que c'est un peu difficile. Ça nous fait prendre conscience de ce que c'est que l'islam, de ceux qui sont battus pour l'islam, l'installation de l'islam. En tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le mois août, la délégation ivoirienne s'est rendue à la mosquée de Kouba, ainsi qu'à la mosquée de Kiblaten, ou encore la mosquée des deux destinations. Ces visites sont quotidiennes pour chacune des 9 délégations ivoiriennes. Des visites des lieux saints et historiques pour renforcer la foi de ces milliers de fidèles musulmans. Un reportage de Kwasi Mamadou. Autre information, les électeurs gabonais ont voté hier samedi pour élire leur président dans un scrutin à un seul tour, mettant aux prises deux favoris, le chef de l'État sortant Ali Bongo Ndimba et l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. Les résultats sont attendus demain, lundi. En attendant l'ambiance, voyons l'ambiance avec Thomas Guessambi, qui est notre envoyé spécial au Gabon. Samedi 27 août, jour du scrutin présidentiel au Gabon. Les électeurs, visiblement, ne se sont pas fait prier pour se rendre dans les urnes, comme ici au centre pilote, au quartier 9 étages. Dans la cour, comme devant les bureaux de vote, ça grouille de monde. Marie fait partie des électeurs qui ont effectué le déplacement. On fait notre devoir de citoyen. Ces longues attentes sont loin de décourager cet autre électeur. Pourquoi j'ai jugé utile de venir voter? Parce que je remplis mes devoirs citoyens. C'est un devoir. Dans ce beau monde, on peut observer à l'occasion des observateurs. Après plusieurs centres visités, ils acceptent de partager leurs premières observations. Nous retenons quand même que les bureaux de vote ont ouvert avec un léger retard. Mais dans l'ensemble, nous estimons qu'il y a de l'engouement. Dans l'ensemble, tout se passe bien et que toutes les dispositions sont prises que l'élection présidentielle en République du Gabon se passe très bien. Depuis l'ouverture de cette ère, évidemment, une machine électorale est une grosse machine. Nous avons constaté ça et là quelques retards dans le début, mais au fur et à mesure, les choses se sont remises en place et tout est en train de se dérouler normalement. En zone Cap, au PK9, au lycée Léon Bas, pour ne citer que ces centres visités, les Gabonais, globalement, se sont rendus aux urnes dans la tranquillité. Il reste maintenant les attentes de résultats qui devraient départager les 12 candidats en lice. Thomas Guessambi, les athlètes ivoiriens qui ont pris part aux Jeux olympiques de Rio 2016 ont regagné Abidjan hier samedi. Ils ont été accueillis dans une liesse populaire, comme vous le voyez sur ces images. Chaque année, la date du 23 août est consacrée aux élèves et étudiants de Toukouzou dans le département de Grand Laou. Cette journée qui a été instaurée par feu le prophète Papa Nouveau est à sa 60e édition. Cette rencontre a pour objectif de prodiguer des conseils aux jeunes et les exhorter à la culture de la paix et du travail. Grâce Kando. Toukouzou aux Alam est un village situé dans le département de Grand Laou. Fondateur de cette localité, feu le prophète Papa Nouveau, en dehors de sa mission d'évangélisation, a aussi mis l'accent sur la scolarisation de la jeunesse. Papa Nouveau a construit des écoles et il scolarisait même certains enfants démunis qui finançaient sur fonds propres. C'est une tradition à Toukouzou aux Alam. Tous les 23 août, élèves, étudiants, enseignants et parents d'élèves se retrouvent avec les héritiers du prophète Papa Nouveau pour recevoir des conseils au plan professionnel, social et scolaire. Cette rencontre est organisée en mémoire du prophète Papa Nouveau pour pérenniser ses œuvres de charité. Son ambition était de promouvoir l'éducation. La tradition continue d'être respectée et l'initiative est appréciée par les responsables de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Le ministre Paul Kofi m'a chargé donc, de transmettre ce message, de demander et d'encourager les jeunes gens, les jeunes filles à s'orienter aussi vers la formation professionnelle, vers l'enseignement technique, à se construire un parcours professionnel et de manière à pouvoir bénéficier de tous les outils nécessaires pour le marché du travail. Nous partons du principe que chaque enfant
est un espoir. Chaque enfant a son destin et son destin, il ne peut le réaliser qu'à partir de l'école. C'est pour cela que tout ce que nous faisons, nous devons mettre l'école au centre. Pour la rentrée scolaire qui s'annonce, des prières œcuméniques ont été dites à l'endroit des différents acteurs du système éducatif. Le magazine de ce dimanche a pour thème le bilan des examens scolaires à grand tirage en Côte d'Ivoire. Notre invité est M. Ibrahim Kourouma, coordonnateur général, inspecteur général de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale. M. Kourouma, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler des examens à grand tirage. Pourquoi maintenant? Oui, maintenant, parce que la rentrée, c'est dans quelques semaines et c'est justement à la rentrée qu'il faut préparer les examens de fin d'année, n'est-ce pas, M. Kourouma? Bien sûr, M. Assar. Bref, avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage d'Astou Touré. Elle nous parle des résultats au titre de l'année scolaire 2015-2016, des résultats jugés satisfaisants selon le ministère de l'Éducation nationale. Vendredi 29 juillet, proclamation des résultats du baccalauréat session 2016. Proclamation qui marque la fin de l'année scolaire 2015-2016 des examens à grand tirage de l'enseignement primaire et secondaire. Une année plutôt réussie. Le certificat d'études primaires élémentaires CEP, qui a ouvert la marche de ces examens, a enregistré un fort taux de réussite. 360 549 candidats déclarés admis, soit un taux de réussite national de 83,33% contre 82,12% l'an dernier. Pour le brevet d'études du premier cycle BEPC, le taux de réussite s'est élevé à 59,11% contre 58,62% en 2015. 42,38% de réussite pour le baccalauréat toutes séries confondues cette année. Une nette amélioration par rapport à l'année dernière où les chiffres donnaient 39,66%, soit un progrès de 2,72%. Des performances jugées satisfaisantes, même si quelques ratés ont été constatés, notamment quelques cas de fraude. Ce sont plus d'1 million de candidats qui ont pris part à ces différents examens cette année. M. Kourouma, quelle réaction par rapport à ce reportage? Ce reportage il rend compte de la réalité. Je dois ajouter tout simplement qu'effectivement nos résultats sont satisfaisants, comme vous l'avez dit. Ils sont satisfaisants parce que si vous regardez déjà les chiffres, je parle du CEP. Au niveau du CEP, c'est la première fois depuis 1960 que nous battons un record, c'est-à-dire du taux de 83,33%. Jusque depuis 1960, nos résultats étaient bas. De plus, il faut noter la nette amélioration sur 5 ans de ces résultats. Je pense qu'à ce niveau-là... Depuis 2011 jusqu'à 2016... Oui, on a amélioré notamment et vraiment tous les résultats. Quant au BPC, là aussi, il faut noter une chose. Sur 5 ans, nous avons doublé nos résultats. Nous avons doublé notre taux de réussite. Nous étions à 16% en 2011 et aujourd'hui, nous sommes passés, comme vous l'avez si bien dit, à 59,11%. Le bac, on observe aussi la même tendance. Quand on regarde nos résultats, ils sont aussi meilleurs. Il y a une progression. Alors, M. Kourouma, vous êtes coordonnateur général, inspecteur général de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale. Vos missions, c'est quoi? Les missions de l'inspection générale, selon le décret qui précise cela, le décret 2016-479 du 7 juillet, donc tout récemment, qui organise le ministère de l'Éducation nationale, notre structure a pour mission le suivi, en plus du suivi, l'évaluation et le contrôle de toutes les structures du ministère de l'Éducation nationale. Très bien. Et à ce titre aussi, il faut ajouter que nous sommes un service de conseil à toutes les structures du ministère de l'Éducation nationale. Plus ou moins autonome, hein, donc vous pouvez répondre à nos préoccupations. Alors, comment appréhender les examens à grand tirage, tant au niveau des élèves, des parents d'élèves, que des enseignants? Pour appréhender les examens à grand tirage, je dois ajouter que justement, c'est une très bonne question, qu'il faut les appréhender et commencer déjà dès les premiers jours de l'entrée scolaire à se mettre au travail. Pour les élèves, il faut se dire que le premier jour de l'entrée scolaire, je commence déjà à préparer mon examen. Et là,
c'est surtout le souci du travail bien fait, le goût du travail donc, et surtout pour les parents, il faut que les parents comprennent qu'il faut qu'ils soient proches de leurs enfants pour les encadrer, pour les soutenir, de sorte que ces enfants soient constants dans le travail à produire. Bien sûr, les enseignants, il faut que ces derniers observent le quantum horaire, c'est-à-dire le nombre d'heures à observer pour l'apprentissage d'un enfant. Parlant d'examen à grand tirage, on a le CEPE, du coup Oui. l'entrée en 6e, le BEPC Oui. et le baccalauréat. Alors, comment devient-on candidat à ces examens? Là, vous posez une question qui est très intéressante parce que depuis 5 ans, nous sommes attelés à améliorer une certaine plateforme informatique de sorte que nous puissions avoir une gestion judicieuse de nos examens. Et justement pour être candidat, parce que je dois ajouter que vous pouvez être élève en classe d'examen et ne jamais être candidat en réalité. On va spécifier CEPE, Ouais. BEPC, C'est la même chose. 3e et baccalauréat. C'est la même chose. Sans être candidat. La procédure est la même chose. Si vous êtes enregistré d'abord sur notre plateforme, c'est-à-dire que vous êtes inscrit en ligne, il faut déjà être accepté par la plateforme et remplir les conditions d'inscription en ligne. Une fois que vous êtes inscrit en ligne, il faut que vous soyez validé par vos établissements et ensuite par vos directions régionales. Et enfin, une fois que vous êtes validé par votre direction régionale, c'est en ce moment que la direction des examens et concours se rend compte de votre présence sur la plateforme en tant que candidat. Mais bien sûr, pour être candidat, il y a un élément très important. Il faut avoir payé son quitus qui se paye au trésor. Le quitus, c'est de 5 000 francs pour le bac, de 2 000 francs pour l'examen du BPC. Tant que vous n'avez pas payé ce quitus... Le CEPE, l'entrée en 6e. Le CEPE, c'est pratiquement la même chose. La même chose. Que le BEPC, Voilà. CEPE, Voilà. BEPC Voilà. et baccalauréat. Voilà. Il faut payer ce quitus. Voilà, il faut payer un quitus. Il faut payer un quitus qui vous donne droit à un récépissé. Et c'est ce récépissé qui vous transforme d'élève en candidat officiellement reconnu sur la plateforme. Alors justement, cette plateforme, c'est quoi? Bien, cette plateforme, elle est d'abord gérée globalement par la direction des stratégies, de la planification et des statistiques. C'est elle qui est le maître, qui a la maîtrise de cette plateforme. Et cette plateforme permet aux autres, tels que la direction des examens et concours, même à la direction de l'orientation des bourses, de collecter les informations qui leur sont utiles. Et donc, c'est un outil de gestion de tous nos élèves au niveau de la Côte d'Ivoire. Sur toute l'étendue du Sur territoire. toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Exception. Sans exception. Privé, établissement privé comme public. On peut vous donner spontanément les effectifs des élèves en Côte d'Ivoire grâce à cette plateforme. Monsieur Kourma, malgré tout ça, il y a eu des cas où des candidats, des élèves n'ont pas pu compétitionner. C'est dû à quoi? N'ont pas pu être candidats, je veux dire. Oui, je résumerai cela par... Pour vous dire que, je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez être élève et ne jamais être candidat. C'est quand vous êtes candidat que la plateforme peut générer votre convocation. En réalité, il ne se passe souvent un phénomène. C'est que les parents, enfin les élèves ou les parents refusent quelquefois que l'enfant redouble une classe ou que cet enfant soit renvoyé de l'école. Donc, ils vont absolument le faire inscrire dans un établissement privé. Entre-temps, puisqu'il n'a pas eu, il est renvoyé ou il est redoublant, vous ne pouvez pas l'inscrire, s'il est redoublant, vous ne pouvez pas l'inscrire en classe supérieure, par exemple en terminale ou en 3e. Il est déjà inscrit dans votre plateforme déjà. Oui, il est inscrit en tant qu'élève. En tant qu'élève. Mais il n'est pas candidat. Or, si vous redoublez votre classe, vous ne pouvez pas vous inscrire en 3e ou vous inscrire de la première à la terminale. Voilà, comme la 4e en 3e. Exactement. Justement. Donc, si quelqu'un vous accepte dans son établissement et vous inscrit, disons, dans une classe d'examen, vous n'existez pas pour nous en classe d'examen. C'est du faux. C'est du faux. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Et d'ailleurs, je dois vous ajouter que nous sommes en train de mettre de l'ordre dans ce domaine
Et cette année, ces personnes qui ont effectivement été, disons, celles qui ont entraîné ce problème, le ministre a refusé qu'on leur envoie des élèves cette année. C'est une sanction. Alors justement, après la crise de 2010, de 2011 à 2016, alors je veux dire, les résultats scolaires s'en vont s'améliorant. On peut avoir des pourcentages au niveau aussi, au niveau de la réalisation, avoir des pourcentages au niveau du CEPE, au niveau du BEPC et du baccalauréat. Alors, 2011-2016, on a cette amélioration. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est en train de poser les normes internationales au niveau de l'éducation. Oui, oui. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une nette amélioration de 2011 à 2016. Et vous pouvez le constater. C'est que vraiment, je peux dire qu'il y a des bons. C'était des bons. Quand on réussit à doubler en 5 ans un taux de réussite scolaire en éducation, il faut reconnaître que ça veut dire qu'il y a du travail fait. Mais cela s'explique tout simplement aussi par le management mis en place par Mme Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale. Il faut reconnaître que là, elle a compris qu'il y avait des leviers sur lesquels il fallait jouer pour améliorer les résultats scolaires. Et parmi ces leviers, vous avez par exemple la formation continue à renforcer des enseignants, publics comme privés. Vous avez aussi le suivi et l'encadrement des enseignants, avec une inspection qui est passée depuis 2011 de 400 inspections à près de 3000 inspections. C'est un record. Il faut noter aussi, bien sûr, les investissements faits par le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara, par la construction de salles de classe, ce qui permet aux enfants de travailler dans de très bonnes conditions. Nous pourrons ajouter aussi que le système pédagogique, avec l'amélioration des programmes scolaires, avec la distribution des kits gratuits, tout ceci sont des éléments qui ont aidé à l'amélioration de notre système et permettent de produire des résultats. Nous avons aussi les efforts fournis par des partenaires qui font confiance à la Côte d'Ivoire avec les résultats que nous produisons et qui nous soutiennent. Très bien. Voici un peu quelques facteurs qui pourraient expliquer les résultats. Justement, avec ces pourcentages, la Côte d'Ivoire respecte désormais les normes internationales. Respecte, au niveau du CEPE, par exemple. Bon, je vais vous dire, notre souci à nous, c'est de tendre vers cette norme internationale qui va de 70% de réussite à 80%. Et le CEPE vous voyez déjà que le CEPE, nous avons dépassé. Ce qui montre effectivement, et je vous ai dit que ce taux, il est le meilleur depuis 56 ans. Wow. Ce qui est déjà un record. Et c'est pour ça que je dis... Un record national est déjà... Voilà, un record qui est battu, vraiment. Quand on regarde au niveau du BEPC, nous sommes à 59,11%. C'est un taux aussi très bon quand on voit d'où on est parti. Nous étions à des taux voisinants pratiquement, je dirais, 16% pour le BEPC. 59%, on a encore plus que doublé le taux de réussite. Le baccalauréat, nous étions aussi à près de 20%. Aujourd'hui, vous constatez que nous sommes à 42,38%. Et ça va progressant. Alors, au niveau des sujets, quand on parle des examens, il y a des sujets. Comment se fait le choix justement des sujets avant les examens? CEPE, BEPC, baccalauréat? Le processus est le même pour les 3 examens. Il faut dire que d'abord, la direction des examens concours demande à des enseignants sur le terrain à qui elle fait confiance de proposer des sujets. Lorsque ces sujets arrivent à la direction des examens concours, évidemment, il faut choisir les sujets. Il y a donc une commission nationale de choix des sujets qui, elle, peut avoir même une compétence de rédaction, de correction même des sujets proposés. Et c'est à partir de là que les sujets sont choisis et sont mis dans une boîte où seule Madame la directrice des examens concours a le droit d'accéder. Voilà. Et c'est comme ça que les sujets sont choisis. Le jour où l'examen est à l'approche, elle vient et elle choisit un sujet. Voilà. Bon, très bien. Alors, la prochaine rentrée scolaire, c'est pour quand? Le 12 septembre. Je répète encore le 12 septembre, parce qu'il y a des personnes qui font croire que la rentrée scolaire est le 19 septembre. Il n'en est rien. C'est bel et bien le 12 septembre. Alors, on me dit souvent, mais écoutez, la fête de la Tabaski va être là, mais si la fête de la Tabaski est le 12, mais ce sera le 13. Voilà. Nous tenons
vraiment au respect des dates de rentrée scolaire, parce que j'ai dit tout à l'heure, ça joue énormément sur l'apprentissage. Il nous faut 990 heures de cours d'apprentissage, et c'est la norme UNESCO. C'est parce que nous respectons cela jusque-là que vous voyez les résultats s'améliorer. Donc nous tenons au respect de ces quantum horaires. Très très rapidement, M. Kourouma, une question qui nous préoccupe, les grossesses en milieu scolaire. Rapidement. Oui. Bon, les grossesses en milieu scolaire, 2017, oui. C'est même, ça fait partie du cheval de bataille de Madame la ministre, et même de tout le gouvernement d'ailleurs. Et là, il faut reconnaître qu'il y a une nette amélioration. Parce que nous étions partis en 2012-13 à 13, à près de 4000 et quelques grossesses. Aujourd'hui, il y a une réduction de ces grossesses. Il y a à peu près 3700 et quelques grossesses. Et malheureusement, je dois ajouter, on peut le dire, hein. Oui, mais je vais vous dire, pour nous, une seule grossesse à l'école, ça nous fait mal. C'est à condamner. Et c'est à condamner. Et c'est pour cela, d'ailleurs, je tiens à vous le souligner, que cette année, il y a des stagiaires qui sont partis en mission pour donner des cours dans un collège. Et il y a 2 qui sont permis de mettre des jeunes filles en grossesse. Mais ils viennent d'être radiés, ils sont 5 ans de prison. Parce que nous disons, nous n'avons pas le droit, nous à qui on a confié des enfants, de poser ce genre d'actes. Merci beaucoup, M. Kourouma. C'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1. Merci. Merci.